Après 7 ans d'expatriation à Dubaï, on a décidé de tout quitter et de revenir en France. On vous fait un FAQ pour vous expliquer pourquoi on a pris cette décision et quels sont nos projets pour le futur. I don't see the logic of things. It's quite a lonely world that we're living in. Oh baby, you are something special, I'm sure. Everything makes total sense when you're next to me. Juste avant que commence la vidéo, je voulais vous faire une petite annonce. Avec Romain, on a créé un guide sur Dubaï. Donc si vous voulez partir en vacances là-bas ou vous y installer, vous avez le lien juste en description. Je vous laisse ici tout ce qu'on a mis dans le guide. Et voilà, bonne vidéo. On peut commencer par vous expliquer qui on est. Donc du coup, voici Andrea et moi c'est Romain. On est un couple de Français qui rentrent d'expatriation et on a ouvert cette chaîne YouTube pour documenter notre aventure en tant que créateur de contenu voyage et vous aider à faire la même chose. Combien de temps est-ce qu'on est resté à Dubaï? Combien de temps? Le temps c'était différent pour toi et pour moi du coup. Moi je suis arrivé, je suis resté 5 ans à Dubaï et toi? Et moi 7 ans. J'ai passé 7 ans à vivre là-bas. C'est fou comment le temps passe super vite. Tout à fait. Du coup les 2 premières années tu étais toute seule là-bas et je t'ai rejoint ensuite. Exactement. C'est ça. Et qu'est-ce que tu faisais là-bas? Eh bien j'étais hôtesse de l'air. Je travaillais pour la compagnie Emirates. Quand je suis partie en fait, du coup je suis partie en 2016. Je connaissais pas du tout Dubaï. On connaissait pas. On n'entendait pas parler de Dubaï comme on peut l'entendre aujourd'hui ou Non. comme on peut le voir sur certains documentaires à la télé, c'était quasiment inconnu pour nous en France. Je connaissais juste parce qu'en fait j'avais une copine qui travaillait déjà chez Emirates et c'est vrai que je regardais souvent, à l'époque c'était plus sur Facebook et Instagram un peu. Je voyais ces photos de voyage, je me disais waouh, c'est un truc de fou. Et en fait j'ai posé plein de questions et tout et puis j'ai commencé à vouloir tenter mon aventure aussi. Et quand je suis partie à Dubaï, je pensais même pas à la destination où j'allais. Moi c'était juste l'aventure qui m'intéressait et le fait de voyager, de découvrir d'autres cultures et en plus de ça d'être payée pour faire ça. Donc voilà, j'ai contacté ma copine et puis je lui ai posé plein de questions. Et ensuite je suis partie dans ce qu'on appelle un open day. Donc en fait avant ils venaient dans plein de grandes villes du monde et puis ils faisaient des entretiens comme ça. J'ai postulé et j'ai raté la première fois. J'ai raté et puis et ensuite je me suis dit parce que vous savez, quand on est jeune et tout, on pense ouais c'est bon, je vais faire ça, je vais rester quelques temps, je vais voyager et tout. En fait la vie ça marche pas du tout comme ça. Et en fait j'étais encore à l'école et je me suis dit est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire de ma vie? Et du coup j'ai passé ça s'appelle le CCA et en fait je me suis dit oui je vais vraiment essayer d'être hôtesse de l'air. Pas que pour Dubaï, non, mais pas que pour Emirates, mais je me suis dit voilà, je vais essayer dans des compagnies aériennes. Et donc du coup j'ai passé mon diplôme pour travailler en Europe. Et ensuite une fois que j'ai eu mon diplôme, j'ai postulé dans d'autres compagnies. Et puis un jour avec une autre copine qui avait eu le diplôme avec moi, j'avais vu qu'en fait Emirates venait faire une session de recrutement. Ouais, faire une session de recrutement à Disneyland. Et je me souviens, je t'avais dit, écoute, les drop-off des CV c'est à 9h, le parc il ouvre à 10h, donc tu viens avec moi et... On ira à Disney après. On ira à Disney après, exactement. Alors finalement t'es pas venue, je suis allée avec une copine et heureusement parce que ce jour-là, je suis restée jusqu'à 19h. Parce que j'étais prise en fait, donc tu sais pas tout de suite que t'es prise, mais j'ai été jusqu'au bout des étapes. Et voilà, donc comme quoi, pour vous dire que la première fois où j'ai passé l'entretien, je pensais être prise et faire ma vie comme ça et j'étais en cahier direct.
Et le jour où je pensais aller à Disney et que j'ai fait ça vraiment en disant on teste et on verra, c'est le jour où ma vie a changé, clairement. Et je suis restée du coup dans cette compagnie pendant 7 ans. Ça a été un métier incroyable, une aventure d'une vie vraiment, de pouvoir voyager. Autant j'ai été dans plus de 50 pays, j'ai vu des choses vraiment incroyables et des choses aussi beaucoup moins incroyables. Mais ça m'a ouvert l'esprit et les portes parce que de vivre à Dubaï, au-delà de tous les voyages qu'on peut faire et tout, vivre à Dubaï, ça ouvre quand même les portes et les esprits, surtout au niveau du business. Et toi, qu'est-ce que tu faisais à Dubaï? Moi du coup, je t'ai rejoint 2 ans après que tu sois parti du coup, donc en 2018. Qu'est-ce que je faisais? Au début, ça n'a pas été facile du coup. J'ai pas mal galéré pour trouver un travail. Déjà pour le visa, parce que si vous allez à Dubaï, du coup, il vous faut un visa, et si vous voulez travailler, il vous faut un visa résident. Et du coup, pour ça, en fait, il faut être sponsorisé par une entreprise ou quelqu'un qui vous embauche, du coup. Ou vous payez votre visa, mais c'est pareil, ça marche avec des boîtes. Donc, du coup, moi, c'était mon cas, en fait, j'ai payé mon visa. Et en fait, j'ai payé mon visa grâce à une boîte de là-bas. Oui, comme on dit souvent. Tu as payé souvent. ton visa rapidement parce que, en fait, pour expliquer, à l'époque, donc en 2018, pour vivre avec son conjoint, il fallait être marié. Ouais. Les lois ont changé en 2020. Et quand vous êtes chez Emirates, en fait, vous êtes dans ça s'appelle des accommodations. Donc tu fais des colloques en fait et c'est uniquement des crews, enfin des hôtesses de l'air ou des stewards qui vivent dans les appartements. Des appartements et que pour les stewards, enfin que pour donc les filles d'un côté et le personnel d'Emirates. Ouais, voilà, le personnel d'Emirates. Et vous payez pas votre loyer, mais quand vous voulez, quand vous êtes marié, évidemment, vous pouvez avoir, en fait, ça s'appelle une allowance, donc dans votre salaire du coup, parce que c'est soit vous payez pas de loyer, soit on vous donne plus de salaire pour pouvoir payer votre logement, votre appart. Sauf que quand, à l'époque où toi t'es venu, cet argent était débloqué que si vous étiez marié et que votre conjoint avait un visa pas tourisme, un visa résident dans le pays. Donc c'est pour ça que nous ça a été aussi un petit peu plus compliqué parce qu'il y en a plein qui vont aller s'installer à Dubaï et qui ne sont pas trop pressés par le temps, on va dire, et que ça prend du temps, ça prend généralement 3, 6 mois, 1 an avant de pouvoir trouver un travail. Mais nous c'est vrai que comme on avait besoin qu'ils trouvent un travail tout de suite pour avoir son visa et que moi je puisse débloquer cet argent pour pouvoir pour qu'on puisse vivre quelque part, c'est pour ça que on a opté pour le fait que tu payes ton propre visa. On a trouvé cette compagnie française qui s'occupe de tout en fait. T'as juste, il faut juste fournir les documents et ensuite s'occupe de faire toutes les démarches et du coup payer pour le prix du visa plus les démarches pour que ça aille plus rapidement, etc. Du coup, comme j'ai payé mon visa, j'étais plus ou moins sous le statut d'auto-entrepreneur là-bas. Moi, mon domaine de prédilection à la base, c'est le sport et le judo, du coup. Donc quand je suis arrivé, une fois mon visa acquis, en fait, j'étais chercher du travail dans les salles de sport. Je cherchais des endroits où donner des cours de judo. En France, je travaille déjà dans des écoles pour personnes en situation de handicap, donc j'ai essayé de démarcher aussi des établissements qu'il y a là-bas. Mais au début, c'était pas concluant. J'envoyais pas mal de CV, je me suis déplacé dans les endroits, etc. Mais quand je suis arrivé, c'était pas forcément la bonne période pour trouver du travail à Dubaï. Et puis au final, du coup, j'ai réussi à rentrer dans une école francophone, dans une école française même,
De fil en aiguille, en fait, avec des contacts, du coup, j'ai réussi à trouver des emplois à gauche, à droite. J'ai commencé aussi à donner des cours de judo parce que j'ai un diplôme qui me permet d'enseigner le judo également. Voilà, en fait, j'ai fait plein de petits jobs dans le sport ou en accompagnement pour les enfants durant ces 5 ans pour gagner ma vie du coup. Voilà. Les difficultés que l'on a rencontrées dans le monde du travail à Dubaï. Alors moi c'est un peu je pense que c'est très particulier parce que j'étais dans une compagnie qui était multiculturelle. Les employés venaient de différents pays, plein de pays dans le monde. Oui, voilà. Alors dans l'aviation déjà c'est quand vous êtes dans des grosses compagnies, je crois pas que je pense que c'est comme ça même en France, mais vous travaillez jamais avec la même personne. Donc moi dans la compagnie dans laquelle je travaillais, vous travaillez jamais avec la même personne. C'est vrai que vous vous rencontrez le matin ou plutôt la nuit parce que c'est plutôt à 2h du matin pour commencer le travail. Vous venez de vous rencontrer, il faut tout de suite créer une équipe et on part pour des vols qui peuvent durer 2h à 17h. Donc ça dépend et il faut en fait réussir à s'adapter à toutes les cultures du monde parce qu'on travaille vraiment, il y a vraiment toutes les cultures et tous les pays qui sont représentés chez Emirates. Et voilà, on travaille sous un but commun et évidemment on a été à l'école, on est formé sous la même ligne, mais quand on parle à quelqu'un qui est français et quelqu'un qui vient d'Asie ou d'Amérique ou peu importe, on n'a pas tout, on doit faire des fois attention, on n'a pas la même, ou même les gestes en fait. Nous ça va être plus normal et d'autres gestes qui vont peut-être être moins normal pour d'autres personnes et vice versa. Des choses qui pour nous paraissent peut-être insultantes, ça n'est pas du tout dans d'autres pays ou dans d'autres cultures. Donc il faut vraiment faire attention à tout ça, déjà avec tes collègues et en plus de ça ta clientèle c'est pareil, la clientèle est tout le temps différente. Donc ça c'est une des difficultés où il faut faire toujours attention. Ensuite travailler dans un autre pays, ça veut dire c'est d'autres règles, c'est d'autres lois. Et c'est vrai qu'en France on a une liberté d'expression énorme et on va dire qu'on n'a pas trop peur de perdre son emploi du jour au lendemain. Et aux Émirats c'est quand même, et chez Emirates c'est pas tout le monde pareil, mais chez Emirates c'est beaucoup plus carré. Et c'est vrai que est strict, oui voilà c'est ça. Et c'est une compagnie qui est très stricte. D'un côté tant mieux parce que c'est pour ça qu'ils font partie des meilleurs du monde, mais d'un autre côté ça peut être difficile moralement. Et les difficultés après c'était pas forcément dû à Dubaï, mais moi c'était plus dû à mon métier, les décalages horaires, travailler de nuit et les vols extensifs qu'on faisait vraiment, je sais pas si c'est dit en français extensif. Je vais me faire du franglais un petit peu, mais on vole énormément et c'est vrai que c'est dur pour le corps et de suivre. Toi, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées? Au départ, il y a eu la barrière de la langue déjà, parce que je comprenais l'anglais très bien, mais je ne le parlais pas. En tout cas, je l'employais pas, et donc du coup il m'a fallu du temps pour prendre confiance en moi et commencer à le parler, etc. Et comme la langue principale aux Émirats Arabes Unis c'est l'anglais, j'ai pas eu le choix en fait que de m'y mettre et de sortir de ma zone de confort et de parler du coup en anglais, même si mon anglais n'était pas forcément très bien au début, mais à force de parler, du coup tu t'améliores et du coup ensuite ça t'aide pour tout ce que tu veux faire là-bas.
La concurrence, il y a beaucoup, enfin dans le domaine où Dans le domaine du sport, ouais. dans le domaine du sport, il y a énormément de concurrence. Si je prends le travail de coach sportif, coach dans les salles de sport, c'est quelque chose qui se dit souvent à Dubaï, c'est qu'il y a plus de coachs que de personnes qui veulent faire du sport. Il y a énormément de coachs et en fait, c'est un monde où tu dois absolument faire ta place, avoir des contacts. Pour pouvoir avoir des clients, pour pouvoir travailler dans des salles, il faut déjà que tu aies une certaine renommée en tant que coach. Et donc, comme moi, je débarquais à Dubaï et que du coup, je n'avais pas Tu connaissais personne. Je connaissais personne et j'avais pas réellement de bagage de coach derrière moi. Du coup, c'était impossible de trouver un travail comme ça, et en plus, même si moi j'avais le diplôme reconnu en France, en fait eux ils sont sur les diplômes anglo-saxons du coup, et donc du coup en fait il fallait que je repasse le diplôme, ou enfin que je fasse en gros en sorte d'avoir la qualification du diplôme anglais pour pouvoir prétendre à un certain niveau de coaching. Il faut le payer. Bien sûr, ça il faut le payer. Il faut tout payer. Il faut tout payer, tout à fait. Donc voilà, c'est les difficultés que j'ai pu rencontrer, et après c'est en fait beaucoup de choses se passent en réseau en fait, et si t'as pas de réseau c'est compliqué de faire ta place, ou même déjà de t'incruster dans un réseau. Il faut avoir la tchatch, tout est voilà, fait, il faut avoir la tchatch, il faut C'est avoir un vraiment, carnet d'adresses, il faut vraiment être un peu pas un requin, mais ouais, il faut vouloir, quoi. Voilà, c'est un monde de business, et il faut faire ta place dans le business et montrer que tu t'y connais, etc., etc. Donc si tu es un peu timide ou un peu comme tu l'es. Ouais, tout à fait. Si tu es un peu en retrait, ou etc., du coup tu vas te faire bouffer assez facilement, ou alors en tout cas tu y arriveras pas. Ouais, il faut se mettre Donc, en avant. Il faut se mettre en avant énormément, ouais. Donc voilà. On a eu d'autres difficultés aussi par rapport. En fait, comme on vous a dit, on payait son visa. Et la difficulté, c'est que déjà le sport en France, la grande différence, c'est que généralement, parce que je travaillais principalement après avec des enfants au niveau du judo, on voulait développer le judo à Dubaï, qui est pas du tout très peu développé, mais qui est très peu développé. Et c'était pas un sport. Pas grand monde ne connaissait en fait, c'était plutôt du tissu. Mais c'est pas déjà. Enfin voilà, déjà tu partais avec un handicap, c'est pas le football quoi. Donc on voulait essayer de développer le judo. Et l'autre souci, c'est qu'en France, en fait, généralement, quand tu vas inscrire ton enfant, tu l'inscris pour l'année entière. Oui. Et à Dubaï, c'est pas le cas. Non, à Dubaï, du coup, après ça dépend. T'as des endroits où tu t'inscris sur un trimestre ou 6 mois ou 1 an, mais c'est très rare la plupart du temps. En fait, les parents vont inscrire leurs enfants pour 1 mois pour voir si déjà ils aiment l'activité ou pas. Et en fait, le problème quand tu fais ça, c'est que au bout d'1 mois, il y en a certains qui prolongent, d'autres qui arrêtent. Ceux qui prolongent, en fait, peut-être qu'au bout de 3, 4, 5, 6 mois, ils vont arrêter, et du coup tu te retrouves avec quasiment plus aucun enfant dans tes cours, alors qu'au départ tu en avais une quinzaine. À la fin de l'année tu te retrouves avec 4 ou 5 enfants. Donc voilà, c'est pas stable en fait, il n'y a pas de structure adéquate, on va dire, et du coup c'est compliqué de mettre en place un suivi régulier dans une activité sportive, comme le judo. Quand tu essaies d'implémenter quelque chose, en fait, c'est compliqué de le faire évoluer, sachant que t'as pas forcément moi je sais qu'en tout cas j'ai appelé plusieurs fois, j'ai essayé de contacter plusieurs fois la fédération de judo des Émirats Arabes Unis. Je n'ai jamais réussi à les avoir. Par mail, par téléphone, personne ne m'a jamais répondu. À croire que elle existait mais qu'il n'y avait personne du coup.
Donc voilà, quand tu n'as pas de soutien d'une fédération, ce qu'on a la chance d'avoir en France pour quasiment toutes les disciplines sportives, c'est qu'il y a une fédération derrière et qu'il y a des gens qui travaillent pour aider les petites structures, les petits clubs ou etc. Là-bas, il faut vraiment que tu fasses tout seul en fait. Il faut vraiment que tu te débrouilles pour monter tout en fait. Mais ça coûte beaucoup d'argent. Ça coûte cher. Même faire du sport en général. Après, je peux comprendre que les parents ils veulent pas investir toute une année entière parce que si l'enfant n'aime pas et tout, parce que le sport à Dubaï coûte très cher. Et en plus de ça, faut payer la plupart du temps les équipements qui vont avec, etc. Donc tu payes tout parce que tu dois en fait. À penser, sachant que le sport ça coûte cher, mais l'école coûte cher aussi à Dubaï. Il y a plein de choses qu'il faut prendre en considération quand on a des enfants à Dubaï, et du coup il y a des priorités comme l'école ou les transports si les parents travaillent pour aller à l'école, et du coup il reste plus forcément énormément de budget pour toutes les activités à côté en fait. Et puis même pour développer, déjà comme tu savais, donc pour nous au niveau de faire un business dans le sport, donc quelque chose de nouveau, donc évidemment le foot, c'est que le foot et le tennis ça fonctionne très bien à Dubaï, mais un nouveau sport pour eux en tout cas, c'est vrai que c'était difficile d'implémenter, même quand tu veux faire des compètes et tout, déjà t'as pas de club, t'as pas d'autres clubs avec qui faire des compétitions, très peu. Très peu. Et après si t'as que 10 enfants, en gros ils avaient le même âge, tu peux pas vraiment développer ça. Et puis même niveau financier, tu peux pas te dire ok au début de l'année j'en ai 10, donc ça me rapporte tant, mais tu sais pas à combien tu vas finir à la fin en fait. Et à la fin de l'année, tu dois quand même payer ton visa derrière. Donc, c'est ça que je veux mettre en place. Souvent, on dit ouais, c'est cool et tout, Dubaï, il n'y a pas d'impôt. Oui, c'est bien, mais quand vous êtes salarié, parce que quand vous êtes à votre compte et auto-entrepreneur, il faut dégager énormément d'argent pour pouvoir rentrer dans vos frais et payer les visas et payer tout ce qui va être, les factures, les visas, et puis il y a aussi les assurances. Il y a tout absolument à payer quand vous n'êtes pas salarié. Donc c'est vrai que nous on a eu les deux opposés. Toi t'as beaucoup galéré parce que t'as commencé avec rien et t'avais du travail et tu t'arrivais à dégager des bons salaires pour la France, mais qui n'étaient certainement pas, qui n'étaient pas du tout suffisants et pas stables pour ce que tu avais à payer à la fin de l'année à chaque fois au gouvernement en fait. Donc voilà, alors que moi j'étais donc dans une entreprise, et quand vous êtes dans une entreprise, là par contre c'est l'entreprise qui paye votre visa et les assurances santé, enfin j'étais complètement couverte en fait. Et voilà, donc c'est complètement différent. Après toi par contre tu avais la liberté de travailler avec qui tu veux, quand tu veux, et moi non, pas du tout. Autre question, les leçons que l'on a tirées de vivre et de travailler à l'étranger. Comme on parle du travail avant, on va rester sur le thème du travail, on verra après pour vivre. Donc travailler, l'une des grosses différences, en tout cas moi de mon point de vue, et je pense qu'on en a déjà discuté, donc je sais que toi c'est aussi la même chose, c'est la mentalité en fait. La mentalité quand tu veux ouvrir un business, quand tu veux développer ton activité, l'une des choses qui est super bien à Dubaï en fait, c'est que tout le monde va t'aider en fait. C'est de l'entraide, exactement, c'est un échange. Les gens vont pas. Ce que nous on a vécu. Oui, ce que nous on a vécu. Nous, avec les personnes qu'on a côtoyées en tout cas, quand on parlait de notre domaine en fait, dans le domaine dans lequel on a nos projets, etc. Ou même sur d'autres sujets en tout cas. À chaque fois, même sur le judo, on a toujours eu des gens qui voulaient nous aider à nous développer et à nous aider à progresser en fait, et c'est quelque chose qui est très présent, en tout cas de ce que nous on a vu, qui est très présent
à Dubaï et qu'il est, en tout cas on trouve, moins présent en France. Parce qu'il y a moins ce... Il En y a fait, moins déjà, ce il y a plus... mindset, il y a moins cette mentalité réellement de... Bah, parce que les gens à Dubaï, enfin, tout le monde pratiquement à Dubaï va à Dubaï pour faire du business. Que ce soit même... Enfin, franchement, moi, à chaque fois que je rentrais de vol, je prenais le taxi, donc je côtoyais beaucoup les chauffeurs, voilà. Et que ce soit le chauffeur qui ne gagne pas très bien sa vie à Dubaï ou au plus grand millionnaire, en fait, tout le monde pense business parce que même eux, à chaque fois, ils me disent ouais, on travaille, on met de l'argent de côté, évidemment, on envoie à notre famille. Et bah, j'ai un cousin, je sais pas quoi, qui est en train d'ouvrir ça. En fait, tout le monde a cette petite graine d'entrepreneuriat, en fait. Et c'est quelque chose de normal, c'est quelque chose de poussé et de valorisé, en fait. À Dubaï, je pense aux Émirats, mais surtout à Dubaï, comparé à la France où il y a des gens qui ont cette petite graine, mais comme on est tous un peu éclatés en France, on se côtoie pas, à part sur les réseaux sociaux qui nous unissent, mais on se côtoie pas dans la vie de tous les jours. En fait, on n'est pas H24 avec eux, on est plus H24 avec des gens dits normaux qui sont salariés, qui vont au travail de telle heure à telle heure et qui rentrent à la maison et qui regardent la télé et qui mangent et puis on repeat. Donc voilà. En France, on est plus dans les gens suivent un système qui existe depuis des années et des années, que nos parents, ou même peut-être ça joue. Nous, ça a été le cas aussi quand on était plus jeune avant de partir à Dubaï. En fait, c'est de rester dans un système ou dans un moule qui te dit bah, tu vas à l'école, tu apprends un métier et ensuite tu essaies de te faire embaucher par une entreprise qui, elle, du coup, va te payer pour le travail que tu vas faire. Et si tu veux être riche, il faut que tu sois docteur, voilà, donc on connaît tous la chanson. Sauf que bah, le monde évolue et à Dubaï, en fait, ils l'ont bien compris et c'est pour ça qu'il y a énormément d'auto-entrepreneurs aussi qui vont là-bas, c'est parce que bah, du coup, là-bas, tout le monde a cette mentalité, comme on disait, de business, etc. Et l'objectif, c'est de développer son entreprise, de développer des choses qui vont permettre d'évoluer en fait dans une société qui n'est plus comme elle l'était il y a quelques années encore. En fait, moi, au niveau des leçons, je pense que il y a eu énormément de leçons au niveau de mon travail, mais si je parle que de Dubaï et pas de mon métier, parce que c'est différent, parce que moi mon métier c'était pas, enfin moi j'étais pas très souvent à Dubaï, j'étais plus dans le monde entier, donc ça c'est encore autre chose, ça m'a appris énormément de choses, de pouvoir être aussi proche et de vivre et de voir de mes yeux le monde et de côtoyer différentes cultures. Mais si je parle juste de Dubaï, ce que j'ai le plus appris, je pense, en fait, c'est que tout est possible. Vraiment, ça te donne cette idée. Alors, comme on nous disait avant, quand on parlait de American Dream, et ben là, c'est vraiment genre... je pense que c'était vraiment ça, en fait. Et à Dubaï, on a eu la chance de côtoyer des gens et des cercles de personnes qu'on n'aurait jamais côtoyées ici. Nous, on est issus de la région parisienne et plutôt des banlieues, voilà. Donc là-bas, c'est vrai que tout le monde un peu s'entremélange et du coup, enfin, pas vraiment, mais tu peux quand même côtoyer. Donc tu as plus facilement accès à des endroits, à des lieux de luxe. Dans lesquels tu pourrais pas avoir accès ici en France par exemple. Et les gens aussi, comme quand tu rentres un peu dans l'entrepreneuriat, le fait que ça soit en fait, le fait que là-bas, il n'y ait que des expats, pratiquement. 80%. On est tous, en fait, on veut tous se rapprocher, même si on va vivre dans un autre pays, on veut quand même être dans notre petite
bulle de sécurité et on veut se rapprocher des gens qu'on connaît, donc des Français par exemple. Et du coup, comme on n'est pas beaucoup, bah en fait, on va avoir tendance à. C'est ça que je veux dire, on va pouvoir côtoyer un peu tout le monde parce que bah juste par le fait qu'on est français, et peu importe notre statut social, bah en fait on veut avoir des amis, on veut avoir des connexions, on veut avoir des relations. Et comme aussi, je pense que tout le monde pense au business, genre. Ah, toi tu fais ça, toi tu fais ça, ça pourrait m'aider, moi je fais ça, toi ça pourrait t'aider aussi. Et voilà, on est toujours, comme on disait avant, dans l'échange, etc. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que du coup, on a côtoyé des gens qu'on n'aurait jamais pu côtoyer ici. Et on s'est rendu compte, en fait, moi je me suis rendu compte parce que quand j'étais petite, je pense qu'on est tous à peu près pareil, on se dit, il n'y a que les acteurs de cinéma Hollywood ou des Einstein qui peuvent créer quelque chose de fou et être des PDG et être riche et tout. Il faut vraiment être le 1% de la population. Et en fait, à Dubaï, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui gagnent bien l'argent. Et en fait, quand tu les croises, bah, en fait, c'est pas des gens différents de nous, en fait. Et en fait, on se rend compte, bah, des fois, on se dit, bah, mais si eux, ils ont réussi, bah, nous aussi, en fait. Et c'est vrai que ça t'élève d'être entouré et de côtoyer des gens comme ça. En fait, ça t'élève et ça te change quelque chose dans ta tête. Et te dire. Tout est possible en fait. C'est possible en fait. Si tu te donnes les moyens, parce que bien sûr, s'ils en sont là aujourd'hui, c'est qu'ils se sont donné les moyens d'y arriver, ils ont travaillé pour. Mais si tu t'en donnes les moyens, si eux ils ont réussi en travaillant et en étant fixés sur leur objectif, si toi tu fais la même chose, ça peut t'arriver aussi en fait. Surtout qu'on vit dans une ère justement grâce aux réseaux sociaux et internet, bah, c'est pas la génération de nos parents, nous on a une palette d'opportunités incroyables, c'est encore que le début d'internet et nous on est vraiment sur le moment qui est en train de pivoter et ça on le voit, on l'a encore plus vu en 2020 et du coup bah il faut se lancer quoi. On en vient à la question, pourquoi on a quitté Dubaï du coup? À cause de moi. Pourquoi on a quitté Dubaï? On est venu à Dubaï un peu à cause de moi, on est parti un peu à cause de moi aussi. On a quitté Dubaï parce que moi je n'étais plus du tout alignée avec le travail que je faisais. En fait, j'avais une de mes anciennes collègues qui travaille chez Mireille, en fait, qui avait quitté la compagnie pour devenir créatrice de contenu voyage en fait. Et j'ai suivi son parcours. Et encore une fois, pour vous dire que bah, là, pour le coup, c'était vraiment ma collègue. On faisait le même travail, on était à égalité en fait. Et quand je l'ai vue, elle, pouvoir monter et construire sa propre indépendance, son business et de voyager avec son mari quand elle veut, où elle veut et du coup j'ai suivi cette aventure et encore une fois en côtoyant d'autres personnes je me suis dit mais moi aussi je veux faire ça en fait. Travailler pour une compagnie travailler pour Emirates, je vous ai dit, c'est incroyable. Vraiment, c'est vraiment une expérience d'une vie. Mais au bout d'un moment, ça devient... Au début, tout est rose, tout est paillettes. Moi, j'étais surexcitée à chaque fois de visiter. J'étais genre... On voit pas ça comme un travail. C'est dur physiquement parce qu'on vole beaucoup. Mais on est jeune et on avance, quoi. On dit, allez, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ci. Mais au bout d'un moment ça devient juste un métier, ça commence vraiment à être un métier et quand 2020 est arrivé en fait notre métier a un peu changé puisque on n'avait plus le droit de sortir, on était pendant longtemps enfermés dans nos chambres, donc en fait cet attrait pour lequel j'ai commencé ce travail qui était pour moi l'aventure et le voyage commençait à se diminuer en fait, je me sentais de plus en plus seule, de plus en plus triste
d'aller au travail et j'étais pratiquement à la fin tout le temps en pleurs parce que je voulais plus faire ce travail-là et je voulais plus être seule et moi je voulais continuer à voyager parce que c'est toujours ce qui m'anime et c'est toujours ce que j'aime, mais je voulais le faire avec Romain. Je voulais qu'on soit plus ensemble, surtout que j'avais eu ce break du début 2020 où j'avais pu respirer, vraiment c'était pour moi. Ça a duré qu'une semaine ou deux. Ouais, je dis ça va durer qu'une semaine ou deux, mais ça va être trop bien. Je profite. Bon, ça a duré des mois, mais de recoûter ce goût en fait, de dormir la nuit, de manger à des heures normales et d'avoir une vie normale, on va dire, et d'être avec toi. C'est là où on s'est. Et je pense que c'est à cette période-là où tout le monde a voulu essayer des business, et c'est là où on s'est dit, ouais, il faut qu'on tente quelque chose nous aussi en fait, parce que même dans mes collègues au niveau de l'aviation, ceux qui sont hôtesses, la plupart, ils sont tous en train de monter quelque chose à côté. C'est voilà, même si tu es dans le corporate, tout le monde a ce petit truc. Et toi tu fais quoi? Et toi tu fais quoi? Et toi, tu vois, tout le monde a un business à côté, ou tout le monde essaie de construire un business parce qu'on sait que c'est pas fait pour la vie, surtout dans ces métiers-là, là-bas, c'est pas notre pays, donc si demain j'avais un accident et que je pouvais plus travailler, je devais quitter le pays en fait. Donc c'est pas comme en France où on se dit que voilà, on choisit un métier et c'est pour la vie. Là-bas, il faut toujours que tu puisses rebondir en fait. Et du coup, moi, c'était plus voilà, la fatigue et la solitude où j'en pouvais plus. Et en fait, cette petite voix derrière la tête qui disait mais il faut que tu essayes de faire ce que tu veux faire. Il n'y a pas de raison pour laquelle ta copine elle a réussi. D'autres personnes se lancent et tout, ils y arrivent, et nous on ne peut pas le faire. Et juste parce qu'en fait je gagnais bien ma vie, parce que voilà, c'est vrai que c'était un challenge dans le sens où au bout d'un moment chez Nereis vous commencez à gagner bien votre vie. Mais c'était pas. Pour moi, je voyais pas le futur en fait. C'était soit si tu te cantonnes à ça et tu fais ça toute ta vie et tu commences à acheter une maison et tout ça, soit tu te dis c'est maintenant ou jamais d'essayer en fait. Take the leap of faith et y aller. Et comme toi en fait, on voyait aussi que ça décollait pas de ton côté. On pouvait pas se reposer sur ton business parce que c'est, comme on vous l'a dit, on vous l'a expliqué, c'est très difficile. On n'a pas dit que tu travaillais dans les écoles françaises, mais tu travaillais dans les écoles françaises, mais tu n'étais pas employé par l'école française. Et du coup, c'est pareil, pendant le Covid, si tu veux pas travailler, t'as zéro. Pas de maintien de salaire si jamais tu travailles pas. Zéro, ça il n'y a pas d'aide en fait. C'est soit tu travailles et t'es payé, soit tu travailles pas et dans ce cas-là, tu gagnes rien. Donc pendant les 2 ans ou 3 ans. En tant qu'entrepreneur, moi je l'ai payé. Oui, mais t'as une diminution de salaire aussi. Ah oui, on a une diminution de salaire énorme, mais j'étais quand même, heureusement, j'étais quand même payée. Oui. Et donc, du coup, pendant cette période-là, oui, ça a été très compliqué. Après les 2 ans qu'on a eu, ça a été beaucoup mieux, même mieux qu'avant, on va dire, parce que du coup, ça a fait partir plusieurs personnes en fait qui pouvaient pas rester dans le pays. Mais ensuite, forcément, il y a des vagues, etc. Et du coup, les gens commencent à revenir, etc. Donc plus comment on appelle ça, plus de personnes dans les différents domaines et donc moins de places, et donc du coup faut partager les places, etc. Et donc oui, ça a été, au final en fait c'était pas forcément rentable, et en tout cas on ne pouvait pas vivre juste avec ce que moi je faisais si jamais Andrea arrêtait son travail en fait. Oui, c'était pas stable. Non. Parce que même s'il y avait des mois où c'était bien, c'est pas stable, et en plus de ça, comme tu le dis, toi tu veux pas travailler, c'est-à-dire que si t'es malade, tu te déplaces pas, il n'y a pas de salaire qui rentre en fait, il n'y a pas de voilà, comparé à, c'est vrai que par exemple les professeurs qui travaillent dans l'école française sont employés de l'école, et je crois qu'ils sont salariés même pas. Oui, ils ont les mêmes droits qu'un professeur en France ou
ou quelqu'un qui travaille dans une école française. En fait, ils ont les mêmes droits, on travaille à l'étranger. Ils sont employés du ministère de l'Éducation. Et toi, non. Et toi, Moi. tu faisais les cours périscolaires en fait. C'est ça. Les cours de sport Les cours de l'après-midi. sport périscolaire. Et donc oui, comme on disait, c'était pas vivre uniquement avec ça, c'était pas possible si toi t'arrêtais. Et la raison réelle qui nous a, enfin, une autre raison qui nous a poussé à partir de Dubaï, c'est qu'on voulait travailler sur nos projets ensemble en fait, et que même si moi du coup si j'avais bien gagné ma vie, on va dire, avec ce que je faisais, en fait, ça serait revenu au même, Oui, étant t'aurais pas donné le temps. que moi j'aurais pas eu de temps en fait pour travailler sur nos projets en commun. Et donc là du coup sur la fin de Dubaï, c'est moi qui travaillais sur nos projets, mais Andrea ne pouvait pas être là parce qu'elle était sans arrêt en vol. Et si ça avait été l'inverse, si elle avait arrêté et que moi j'aurais continué à travailler, ça aurait été la même chose. Donc, une des deuxièmes raisons qui nous a poussé à quitter Dubaï et revenir du coup en France, c'est qu'on voulait réellement se donner la chance de travailler à 100% tous les deux sur notre projet. Exactement. Tu as un petit peu aussi répondu à la prochaine question, pourquoi on est rentré en France du coup, pourquoi on n'est pas parti ailleurs. Pourquoi on est rentré en France? Principalement pour la famille et aussi parce que pour la famille en fait. Vraiment, toi tu voulais. En fait, on est à des périodes de notre vie un peu différentes. Moi pendant 7 ans j'ai voyagé. C'est vrai que j'aime toujours l'aventure, mais j'ai vécu dans mes valises pendant 7 ans. Et je vois plus le voyage maintenant de manière un peu plus calme et vraiment aller dans des endroits pour des périodes un petit peu plus longues et essayer de profiter et pas de vivre dans mes valises parce que j'ai vécu une vie à 80 000 à l'heure pendant très longtemps et je pense que j'avais besoin un petit peu de me reposer et d'être auprès des miens. Et toi, c'est vrai que toi, tu voulais plus te réexpatrier ailleurs, parce que t'as pas eu ce truc de voyage et tout ça, mais voilà, on avait besoin aussi de revenir. Et comme on a décidé de travailler avec un public français, c'était aussi une des raisons pour laquelle on est revenu en France. Parce que là, pour parler par exemple côté business, c'est vrai que quand on a lancé notre compte Instagram, on était sur Dubaï et quand c'est pas vous qui décidez où est-ce que vous êtes distribué et nous on fait du contenu francophone qui était distribué aux Émirats et la majorité des personnes sont anglophones et donc du coup ça matchait pas le contenu qu'on proposait, dans la langue dans laquelle on parlait en fait, ça matchait pas et on était du coup pas poussé par Instagram et donc du coup on a aussi décidé de revenir en France pour ça, pour être en face de la bonne audience et pouvoir aussi développer du coup plus facilement notre oui, et puis après on sait qu'ici on a aussi la sécurité, on a notre famille. Moi du coup j'avais envie de découvrir la France parce que c'est vrai que c'est fou d'avoir vu autant de pays dans le monde et en fait je connais mon pays le moins. C'est grave de dire ça mais c'est vrai, donc là c'est ce qu'on fait en ce moment, on bouge un maximum en France et du coup ça me fait découvrir notre beau pays et d'avoir cette sécurité parce que c'est vrai que de se relancer, moi c'est vrai que je le suis encore mais je suis très fatiguée de ces dernières années à voyager, à travailler en décalage non-stop et du coup de se remettre dans un autre pays où on n'aurait peut-être pas eu la sécurité de la santé et tout ça, c'est pas des démarches qu'on voulait faire tout de suite. On voulait juste prendre un petit peu de temps. Prendre le temps de s'organiser. Et comme c'est aussi quelque chose de nouveau, d'être. On sent déjà. Comme déjà on a quitté nos métiers, on se sentait plus de revenir à la maison, de se sentir peut-être un petit peu plus en sécurité, alors que déjà ça nous fait peut-être un peu peur de tout recommencer à nouveau. Et enfin, dernière question, qu'est-ce que l'on compte faire professionnellement maintenant? Très bonne question. Qu'est-ce qu'on a commencé?
Eh bien, on a commencé à créer cette chaîne YouTube et on a commencé à créer notre compte Instagram et surtout notre brand, notre compagnie qui s'appelle Escape Love Fly. Et en fait, on veut, à travers cette chaîne, comme vous l'avez dit, vous montrer comment faire pour devenir créateur de contenu voyage, comment pouvoir travailler tout en voyageant, en créant du contenu, en créant des photos, en créant des vidéos et en collaborant avec des marques ou des hôtels et tout ce qui rentre dans la panoplie de créateurs de contenu. On veut vraiment utiliser cette chaîne pour vous montrer notre développement parce qu'on est toujours au début de la création de Escape Love Fly parce que du coup, si on revient en 2020, non c'était 2020, ouais, fin 2020, 2021, on a commencé en fait à s'éduquer sur, sur ce métier en fait. Et quand on faisait nos métiers respectifs, bah, on passait notre temps à apprendre, à prendre des cours et à les appliquer et tout ça. Et c'est vrai que bah, depuis on a emmagasiné un maximum de connaissances et maintenant il est temps de les mettre en application et de vous montrer comment faire pour les mettre en application aussi. Donc voilà, c'est ça là-dessus qu'on s'est dirigé. Un métier créatif que c'est pour ça que moi j'adore ça parce que j'adore la créa et un métier qui nous permet de voyager et de voyager ensemble, pas seul et de pouvoir aider les gens parce que bah c'est vrai que toi c'est un peu ta vocation, t'étais coach, t'as travaillé dans les écoles. T'as fait de l'aide pour les enfants aussi. Et moi j'étais aussi entraîneur de gymnastique rythmique pendant des années avant de partir à Dubaï. Même quand j'étais ma première année d'Emirates, je réussissais encore à donner des cours de GR. Et du coup c'est vrai que l'enseignement c'est quelque chose qui fait partie de nous. Donc bah, on est trop content d'être ici de pouvoir vous transmettre tout ce qu'on a appris et tout ce qu'on va apprendre dans le futur. On espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pour nous aider, mettez un petit like sur cette vidéo. Et activez les notifications. Pour voir plus de vidéos en rapport avec le métier de créateur de contenu voyage. Si vous avez d'autres questions, si vous voulez qu'on refasse des FAQ et si vous voulez qu'on rentre plus dans les détails sur certaines choses, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et on essaiera peut-être de vous refaire une vidéo s'il y a beaucoup de questions. N'oubliez pas de vous abonner et on vous dit Escape Love Fly to new adventures. Ciao. Makes total sense when you're next to me.